Danny Gagnon, le 22 décembre 2022. La Mahat 7, le métamorphe. C'est une vidéo extrêmement chargée. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Puis c'est d'une importance capitale. Vraiment. Pas parce que c'est inconnu. C'était connu. C'était là. Mais c'était juste pas mis en lumière suffisamment. Mais presque tout a été dit, puis presque tout a été étalé là, sous nos yeux. Donc, le cheminement de la Mahat a commencé par un ami, un frère de lumière, qui m'a posé la question, qui m'a suggéré de voir la Mahat et ce qu'on appelle aussi Seknut, je crois. Un instant. J'ai beaucoup de notes. Isfet, Tefnut ou le Tefnut. Ce qui voudrait dire aussi Tefnut expiré. Mais en tout cas, bon. Donc, la Mahat, je savais pas du tout c'était quoi. Et j'ai observé à ma grande surprise dans des vidéos qui sont présentées par des Français africains de l'Éthiopie. Il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup. Attendez un instant. D'après moi, il était au Burkina Faso. Et donc, la première chose que l'on observe, c'est dans le mot de la Mahat. Le mot commence par une règle. Une règle avec un angle qui nous dit, qui nous informe que ça commence par une géométrie. Une droiture. On pourrait parler de la géométrie sacrée. Elle est un incontournable dans le fondement même de ce qu'est la Mahat. C'est la première observation. Et je me suis mis à écouter ces vidéos-là de ces personnes-là, dont une autre personne que j'aime beaucoup, c'est Aminé. Non, excusez-moi, c'est pas la bonne feuille, ça. Attendez un petit peu. Si elle voit la vidéo, elle va rire, là. Attendez un instant, c'est Makeda Wisdom. Makeda, M-A-K plutôt. M-A-K-E-D-A. Makeda Wisdom, W-I-S-D-O-M. Donc, Makeda Wisdom présente des facettes de la Mahat. Et dans une de ses vidéos, elle parle des totems ou des animaux totems. Et c'est une facette que j'avais observée au niveau de la cosmogonie égyptienne, que c'était très proche du concept des animaux totems, ceux qui sont les dieux à tête d'alligator, Horus avec sa tête de faucon, puis tous les autres êtres sont des animaux totems. Ce qui nous rapproche beaucoup des communautés autochtones d'Amérique du Nord, des concepts des animaux totems. Et donc, elle fait une vidéo sur les animaux totems qui est vraiment bien présentée. Non seulement elle parle des animaux totems, mais elle parle aussi de l'aspect
des insectes totems, des arbres totems et des montagnes ou tout ce qui est habité d'une âme. Et toutes ces facettes-là sont des facettes de la Ma'at, sont des aspects de la Ma'at. Ce que l'on dit nous autres au niveau chrétien ou occidentaux, c'est on pourrait dire que c'est des facettes de la vie animale ou de la vie qui habite toute chose, tu sais. Donc, ça se rapproche beaucoup de, personnellement, moi, mes pensées personnelles de la vie qui m'entoure. Et dans l'enseignement des hiéroglyphes eux-mêmes, donc, on nous enseigne la conscientisation de l'animal totem. Mais ça va plus loin que ça. En écoutant Afrique avec Sidwayan Thomas. Sidwayan Thomas, donc Sidwayan Thomas, Thomas. Il fait une vidéo. C'est intitulé 2 de 4, ils nous ont menti sur les dieux de l'Égypte antique. Puis là, quand j'ai écouté cette vidéo-là, ça a comme fait clouc. C'est un peu comme si je tenais une pièce dans mes mains puis je savais pas quoi faire avec. Puis lui, il l'a pris, puis il l'a juste tourné comme ça, puis ça a rentré à sa place. Puis tout a pris sa place. Dans le principe de l'expression de la conscience, quand l'on parle du créateur comme un monopolyforme, donc il est un, mais qui a plusieurs corps, ou plusieurs expressions de son corps. Monopolyforme. Ça, c'est les Kamites, je crois, qui... Je sais pas s'il est Kamite lui-même, en tout cas, il parle beaucoup des Kamites. Et dans d'autres vidéos aussi, on va parler de la langue éthiopienne et des Éthiopiens avec la langue, le Bassa, je crois, qui est très proche du langage hiéroglyphique lui-même. C'est donc il y a une très grande information de l'Afrique. C'est un peu comme si les gens de la maison nous parlaient de leur maison. C'est pas des Occidentaux ou des Européens qui viennent en Afrique puis qui nous parlent de l'Afrique. Ce sont des habitants de leur maison qui nous parlent de chez eux. Tu sais, c'est de leur croyance, mais de leur un peu de l'héritage culturel qu'ils ont pas semi-perdu, mais que beaucoup ont tenté d'éradiquer. Bon. Donc, avec Afrique suprême, Sidwayan Thomas, je l'ai écouté dans plusieurs vidéos, puis lorsque je l'ai écouté, ce que j'ai vu, c'est la rose. La rose m'est apparue parce que c'est une personne qui est vraie, qui dit des choses qu'on pourrait considérer comme, pour certaines personnes, dérangeantes. On pourrait presque dire arrogant. On pourrait quasiment le considérer comme arrogant, autant que la rose peut l'être. Mais quand on dit la vérité, elle est comme ça. Elle est arrogante, la vérité est piquante. La vérité fait mal. La vérité... Donc, lorsque j'ai vu cette personne, pour moi, c'était d'écouter un aspect de la vérité
sur Lammat et son expression. Parce qu'à travers sa présentation et son attitude, il représente Lammat. Il devient un formateur de Lammat elle-même. On pourrait presque dire un porte-parole, mais indirect. C'est juste dans l'attitude. Et c'est l'observation, mais cette vidéo-là, vraiment, là, ils nous ont menti sur les dieux de l'Égypte antique, 2 de 4. Pour moi, ça a été une pièce qui s'est placée. Puis avec toutes les 42 règles de la Mahat, ça a été comme si on aurait reconstitué le corps-esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a quelque chose que j'observais il y a plusieurs années qui était comme des facettes de miroir. Comme si on était des facettes de miroir, puis qu'on était éclatés, puis qu'on errait dans l'espace, puis que entre nous, dans ce vide et dans cette soupe chaotique, au lieu de nous reconstruire, nous ne faisions que nous fragmenter davantage et que nous nous perdions en contenu, un peu comme si notre conscience elle-même s'effritait en éclats. Et quand que j'ai écouté sur la Mahat, ça a été l'effet d'observer que finalement, cette facette de l'esprit était pratiquement toute reconstituée et qu'il manquait que certains éléments. Alors, je vais vous parler d'un cheminement personnel que j'ai fait et de visions que j'ai eues à certains moments. Ça va nous écarter un petit peu de la Mahat, mais ça va nous emmener sur un autre sujet qui est fondamental pour cette vidéo, parce que cette vidéo va être consacrée plus à Seth qu'à la Mahat elle-même. Donc, j'avais l'impression que nous étions des fragments qui se fragmentaient toujours davantage dans notre dureté de position de conscience. Et il y a eu un cheminement dans ce moment-là aussi, que j'avais pas une obsession, mais je cherchais mon bâton. Je cherchais un bâton, comme un peu le bâton du berger avec une espèce d'œil pour rapprocher les moutons, tu sais. Qui est en même temps le bâton du druide ou du druide, on va l'appeler comme ça. Parce que pour moi, on le voit aussi dans les représentations égyptiennes, ce bâton-là. C'était un bâton que je voyais dans mes visions dans certains moments donnés. Puis qui avait une forme. Puis là, j'étudiais sa forme, puis je me demandais quelle sorte de bois que j'allais utiliser pour refaire mon bâton. Et je l'ai trouvé. J'ai fini par le trouver, et c'est le saule. Et pourquoi le saule? Parce que le saule, pour vous raconter une anecdote comme ça, c'est que le saule, quand j'étais jeune, on plaçait les clôtures à neige pour l'hiver, pour pas que notre puits gèle. Donc on plaçait des clôtures à neige pour accumuler suffisamment de neige pour empêcher le gel. Bon. Alors j'avais nettoyé des talles de broussailles, puis dans ces talles de brousse-là, il y avait du saule pour faire des piquets. Et les piquets ont séché durant l'été, puis
On est arrivé à l'automne, puis on a placé les clôtures à neige avec toutes sortes de bois mélangés là. Puis au printemps, quand on est venu pour démancher mes clôtures à neige, mes piquets étaient en train de faire des feuilles. Il y avait des nouvelles tiges qui poussaient ces piquettes. Puis quand j'ai sorti les piquettes de terre, ils commençaient à se faire des racines. Puis là, ben, c'est la première fois que je voyais ça, mais j'ai compris que, ok, j'avais pris du saule, puis le saule, c'est super vivace. Tu vas prendre un morceau de saule, puis tu vas l'arracher, tu vas le laisser dans un coin à terre, tu vas le laisser chasser. Puis il s'agit que tu la reprennes, tu la remettes dans l'eau. Puis s'il y a encore moindrement un peu de vie, ça redécolle. Donc, le saule, c'est un peu comme un compagnon de voyage parce que c'est une source d'alimentation. Il se consomme par les nouvelles tiges, les nouvelles feuilles. Puis c'est d'ailleurs une plante médicinale qui est, je crois, le modèle moléculaire de l'acétaminophène. Quelque chose du genre, en tout cas, qui enlève le mal de tête un peu. Donc, le saule. Donc, j'ai vu le bâton, le saule. Dans sa forme aussi. Et en même temps, dans cette période-là, je jouais à Assassin's Creed, celui qui est en Égypte, Origin. Et dans ce jeu-là, il y a différents types d'armes. Puis il y a un type d'arme que je ne m'expliquais pas. C'était pourquoi ils se battent avec des leviers. Il y a des formes d'armes qui ressemblent à des leviers ou une petite bêche courte, mais ce qui est soit un levier ou un instrument oratoire. Puis c'était comme une arme. Bon. Mais pour moi, la forme correspondait à un autre outil important qui était la continuité de mon fameux bâton, mais dans une autre facette. Donc j'étais avec mon ami Carole au travail, puis je parlais de tout ça, puis j'ai eu un flash, j'ai eu une vision, puis cette vision-là, c'était un Égyptien qui tenait le bâton. À ce bâton, il y a un pendule. Il y a un cristal de roche, il y a un quartz qui est là, suspendu. Et il est là, puis lui, il veille. C'est à la fois un élément de communication, mais un élément aussi pour s'orienter dans l'espace. Dans l'espace, quasiment comme un manche de... comme pas un pilote d'avion, là, mais quelque chose du genre. Là. Puis, donc, il y a une espèce de fait de contrôle d'enlignement par ce bâton avec le pendule. Ça, c'est une forme de bâton. Puis l'autre partie qui ressemble à un instrument oratoire ou un levier est à l'opposé et est maintenu par un autre individu similaire. C'est une symétrie de celui-là qui est en haut. Par contre, il est en bas. Dans l'observation. On le pense à l'envers. Puis quand j'ai entendu, ce personnage-là, je l'ai observé, je l'ai bien identifié, je l'ai défini. Puis c'est vraiment parce que je portais confusion avec Anubis.
Mais ce que j'ai observé, c'est vraiment cette. Puis cette image-là, je l'ai dessinée. J'ai pris le temps de la dessiner parce que c'était vraiment très important. Puis dans ce dessin, on y retrouve aussi le drapeau un instant. Le drapeau gitan, qui est une roue, mais qui a une croix, puis qui a des couleurs. Si je me trompe pas, il y a une grande partie des couleurs du drapeau. Non, je le dirais pas. Gitan sont des couleurs égyptiennes sacrées. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu. Puis donc, puis même peut-être le noir aussi, qui fait partie des couleurs égyptiennes sacrées, mais dans le drapeau gitan, je me rappelle pas. Je pense que les lignes sont déterminées dans le noir. Donc, il y a... Le dessin est assez grand, là. Fait que je vais vous parler pareil, même si je me cache la face. Puis je vais essayer de vous indiquer un peu. Au pire, vous pèserez sur pause, puis vous analyserez ça, là. Il y a mon personnage avec son bâton, les feuilles, la pierre, et il est connecté avec mon autre personnage qui est en dessous. Et ces deux manches, ces deux bâtons, sont reliés ensemble. Et ensemble, ils maintiennent l'équilibre. Pour le reste du dessin, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Ce que je vais vous faire maintenant, je vais vous parler de ce personnage-là ici. Seth. Parce qu'il est fondamental. Vraiment, vraiment, vraiment fondamental. Incontournable. Simplement dans sa présentation. Alors, cette représentation n'est rien de connu. Il n'est rien de connu. Il n'est rien. Pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'individus, de ne plus avoir d'existence propre est un but à atteindre. D'aller vers un être qui est consacré à la Mahat, à Dieu, à la Mahat, est quelque part potentiellement au service de Dieu, de la Mahat, dans les formes que la Mahat lui suggère. Alors, ce que nous observons, un polymorphe, un aspect de la conscience, un aspect de la conscience parce que c'est le fondement de beaucoup de choses. Puis je vais rentrer dans le détail de ce que comprend le polymorphe. Donc, il est un aspect de la conscience. J'ai parlé dans mon autre vidéo précédente du viol d'Enlil, le viol de l'esprit. Mais avec Seth,
j'observe le polymorphe. Je m'observe dans ce polymorphe parce que je suis ce polymorphe à toutes les fois que se présente un guide, à toutes les fois que se présente une entité ou autre, je l'incarne, pour y avoir accès, il faut que je l'accueille. Donc, ma conscience est polymorphe. Elle devient dans une forme de souplesse, consciente. Alors, je vous dis, ma conscience polymorphe, qui est à la fois impersonnelle, qui n'est pas dans l'ego, peut accueillir d'autres formes, d'autres aspects. Et cette facette-là n'a pas de protection tant qu'on ne l'a pas conscientisé. C'est un peu comme si 7, par son aspect polymorphe, devient la porte d'accès. 7 polymorphe est une porte et elle est grande ouverte à l'inconscient. Quand une personne n'est pas consciente de notre force ou de notre forme de conscience polymorphique, nous sommes beaucoup plus accessibles. Si on n'est pas dans l'étude de nos pensées, de nos idées, de ce qu'on reçoit comme information dans notre tête, nous sommes violés sans le savoir. Ce que j'appelle, parce que je l'ai élaboré avec l'autre facette dans l'autre vidéo, mais là je vais emmener l'aspect plus loin de ce viol-là. C'est l'être inconscient, c'est l'être inconscient qu'on dit vulnérable. C'est un peu comme si on aurait affaire à des énergies, des entités qui, un peu comme des pédophiles, sont en admiration devant l'innocence. Ils ne sont pas seulement en admiration devant l'innocence, ils en abusent de cette innocence-là. C'est là le viol de l'esprit. C'est là que notre esprit est accaparé et se fait prendre en défaut par ignorance. Donc, que ce soit par nos rêves ou par notre conscience du jour, c'est une porte grande ouverte. Et on comprend que quand on parle de Seth, on parle de Enlil aussi. C'est le même personnage, c'est la même personne, c'est juste pas la même culture. On comprend que Seth, le métamorphe, est violé dans son innocence parce qu'il n'est pas éveillé en nous. Seth, présentement, se fait assassiner par la société. Ce que ça permet, cette forme polymorphe-là de notre esprit, c'est d'être en contact avec le monde subtil, le monde divin de la conscience ou des multivers, des consciences. C'est notre trésor le plus précieux pour nous lier à Dieu. Pour faire une histoire courte,
Je dis Dieu, mais je préfère à cette heure dire la Maat. Je suis plus en harmonie avec le nom de la Maat que Dieu lui-même, que le mot Dieu. Donc, 7, par son aspect, devient le fondement même de la communication entre le ciel et la terre. J'ai parlé tantôt d'animal totem. Donc, la tête du polymorphe de 7 est un aspect. Mais que ça soit Sekhmet, que ça soit Isis, que ça soit Horus ou d'autres, c'est là, c'est par le corps de Seth qu'interviennent tous ces autres personnages. Il n'y aurait pas de potentiel angélique ou archangélique à l'homme s'il n'y aurait pas la porte du polymorphe. C'est un peu comme si on aurait un ADN dans notre conscience, non physiquement directement, mais dans notre conscience, nous avons la capacité polymorphique de nous transformer dans le personnage que l'on veut bien se laisser incarner par le totem. Donc, c'est par cet aspect que le totem se manifeste. Je vais aller un petit peu plus loin avec le totem parce que c'est très important. Dans les activités que je vais faire aujourd'hui, dans ma façon de fonctionner, je vais me laisser porter dans le courant de l'air, de l'eau. Puis je vais apprendre, quand c'est de l'eau, à surfer. Quand c'est au niveau, mettons, comme le monarque, c'est à voler ou à servir de l'élément en place. Des éléments qui se présentent. Donc, le totem se manifeste dans un canevas vierge. Il ne peut pas se manifester si tu y laisses pas une place. Ça veut dire que lorsque tu es dans l'admiration d'un être, dans l'admiration d'un lieu, dans l'admiration d'un arbre, tu crées un lien avec l'être. Puis il t'habite. Il ne fait pas seulement que t'habiter. C'est un peu comme si, quelque part, tu t'associes à lui. Puis cette association se fait par le polymorphe. Tu deviens l'arbre, tu deviens la montagne, tu deviens le papillon, le monarque, l'oiseau, etc. Donc, l'aspect de Seth est le serpent noir. Et l'autre, qui est celui qui avance dans l'obscurité et qui a la capacité de voir à travers l'obscurité. L'autre personnage, qui est celui de jour, qui est un Égyptien, mettons, un personnage, lui, il veille à l'équilibre. Il veille à l'équilibre et à maintenir l'équilibre. Et c'est par l'action des deux corps, des deux serpents, donc dans l'équilibre de leur bonne entente, c'est-à-dire le polymorphe avec celui qui est dans la matière, à partir du moment qu'ils font une union, puis qu'ils sont unis, puis qu'ils sont en équilibre ensemble, qui travaillent ensemble,
vous avez ici la sphère que l'on pourrait considérer comme l'œil de Ra. Et l'œil du pharaon. C'est un peu comme si je vous dirais que cet ensemble, dans l'équilibre des deux mondes, est un pharaon, est un représentant de... Ici, ce que j'ai dessiné, c'est de la lumière. De la lumière dans un effet miroir. Je vous parle de la Ma'at. Donc, nous sommes dans la ligne, dans le chemin de la Ma'at. Et ce véhicule va arriver à se maintenir dans cette dynamique par l'équilibre. Donc, quand j'ai commencé à faire mes couleurs d'arc-en-ciel, j'avais dans la tête de passer, puis quand je l'ai dessiné, j'ai bifurqué, puis j'ai monté par en haut. Là, j'étais bien embêté parce que là, je le faisais en couleur. T'sais. Fait que là, j'avais un petit problème. Puis là, je me suis mis à réfléchir à ça. Puis ça m'a ramené à l'enseignement du totem. Que le totem est nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Ce sont les 4 facettes du totem. Mais c'est aussi les 4 avenues de la Ma'at. C'est les 6 avenues de la Ma'at. Donc, il n'y a pas de devant ni de derrière. Il n'y a pas de droite ou de gauche. Il n'y a pas de haut ni de bas. Cette lumière-là vient de partout, de tous les côtés, de tous les possibles. Ici, une que j'ai pas dessinée, c'est comme si j'aurais ici un effet de sphère, puis j'aurais une autre sortie, c'est en plein centre. Cette structure-là, ce qui ressemble à mon cavalier céleste, sauf que dans le cavalier céleste, la seule observation que je faisais, c'était de lui. Et le surfeur d'argent, c'était lui. C'était le métamorphe, c'est le polymorphe. T'sais. C'est l'aspect de la conscience et de son ADN, l'ADN de la conscience. J'ai eu une autre expérience aussi, une autre vision dans la même période. C'est pas une vision, c'est un peu étrange. C'est il y a des énergies qui me dérangent ou qui dérangeaient certains de mes amis, donc je vais voir les entités qui sont derrière. Puis là, je me mets à faire des liens, à séparer ce qui retient les âmes, puis ma petite routine, tu sais. Puis là, je fais ça, moi, au break, je fais ça le soir tranquille, quand que les enfants sont couchés, puis ma blonde écoute des séries, puis donc, je sors un nom. À un moment donné, je sors un nom, puis Samael sort. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Là, il est fusionné avec d'autres affaires. Il est en lien avec d'autres. Donc, je fais ce que je fais d'habitude. Puis là, je n'ai sorti pas mal. Fait que là, je n'ai sorti pas mal. Puis là, avant de me rendre à Samael, je commence par finir ceux que j'ai fait avant. Tu sais, puis là, ça prend un certain temps. J'en fais un petit bout au break, j'en fais un petit bout à la maison, puis matin et soir, tôt et tard le soir. Donc, après une semaine, il est encore là, il est en attente. Puis pour moi, il est comme là.
Je sais qu'il est là. Il attend. Il y a des entités que d'autres vont me harceler, vont m'emmener un paquet de petits problèmes. Si c'est pas à moi, c'est dans mon entourage, puis ils vont venir me gosser, me harceler pour que j'accélère leur processus, t'sais. Mais lui, Samael, il est là, puis il attend. Il attend, puis il m'observe, puis très poli, très sans façon. À peu près, je dirais même pas de communication, c'est platoniquement dans le verbe, qui se limite à son aspect, qui est noir, bleu et comme un ciel étoilé avec des petites étoiles. C'est un peu l'aspect de Samael que j'ai observé, donc. Mais ça n'a pas été un personnage à lequel je m'attendais. Je m'attendais plus à quelque chose de rock'n'roll. Pas mal plus à quelque chose aussi de non poli, puis de non respectueux, puis c'est ça. Donc, j'ai eu un petit peu l'occasion d'observer cette énergie-là qu'on disait X. C'était un peu aussi le même principe avec l'ange de la lumière qu'on dit X, mais ça c'est une autre vidéo. Donc, ce qui est particulier avec cette image-là et de ce personnage-là, c'est un peu comme si il n'avait pas les bons outils. Que c'est l'homme qui devrait avoir le levier ou l'instrument oratoire pour travailler la terre, plutôt que Seth. Pourquoi il a cet objet-là? C'est comme si il est le fondement même ou le canevas matriciel. Comme si de son aspect métamorphe, polymorphe, il me semble que c'est polymorphe, et ça l'amène dans une versatilité à ne pas être dans une forme de matrice comme d'en démarrer une. De maîtriser l'aspect de Seth en vous par l'usurpateur vous emprisonne. Donc, ceux qui savent manipuler Seth vous possèdent. Celui qui tente de vous faire croire que cette pièce-là, votre aspect de conscience polymorphe, n'est pas défectueuse. Elle est essentielle à notre existence. Elle est essentielle à notre indépendance d'un groupe d'individus qui soumettent les autres. Pour eux autres, c'est leur outil de te garder dans l'ignorance de cet aspect de toi-même. C'est ce qui leur donne leur force. Regarde, c'est lui le méchant, puis c'est lui qu'il faut que tu haïsses. Mais en vérité, c'est un polymorphe, puis c'est ta clé. Tu sais. J'ai fait une vidéo sur la science des cadres et contre-dômes. Ben, c'est directement relié à ça, mais je n'avais pas fait de lien au niveau du polymorphe.
c'est un petit peu hallucinant. Là, je parlais du levier, je parle de l'aspect. Puis pourquoi un a un levier puis l'autre a une canne, alors que ça devrait être l'inverse? C'est que je parle de matrice, je parle de potentiel matriciel ou de non matriciel, et que la matrice, elle est dans une mathématique où la gravité est fondamentale. La gravité, c'est pas seulement au niveau du sol puis de la roche. La gravité est dans toutes les strates. Et dans tous les aspects de la conscience, c'est toutes des gravités. Mais c'est juste différentes densités. Donc, 7 est une porte dimensionnelle, non seulement au niveau d'être multiforme, mais ça implique aussi multidimensionnel. J'ai fait un soin dernièrement, étrange. J'ai fait 2 soins. Ces soins-là m'ont emporté dans une observation commune, mais qui était vraiment 2 dossiers différents. Donc, un, c'était un œil à soigner, et un autre, c'était des gardiens des seuils à dégager. Dans les gardiens des seuils, il y en avait un qui n'était pas de cet univers. Il était arrivé dans un événement cataclysmique dans le système solaire. Ce que ça a créé une espèce de trou énergétique dans les dimensions qui se sont effondrées. C'est un peu comme si je vous dirais, comme il y a une personne qui a fait un accident de moto cet été, puis dans son accident, il y a un de ses chakras, de ses corps énergétiques, de cœur énergétique, mettons, qui a été fragmenté. Donc, c'est des choses, tu sais, qu'on peut observer des chakras déplacés, ou qui tournent pas dans le bon sens de l'énergie, ou qui tournent pas pantoute, tu sais. Mais tu as aussi des chakras fragmentés et que ça prend un soin énergétique. Donc, le système solaire a subi un traumatisme sur la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e dimension. Ça a été un effondrement. Et un effondrement, mais non seulement un effondrement, mais aussi c'est un peu comme si on aurait été un œuf, puis l'œuf s'est rempli de autre chose. Autre chose à pénétrer les aspects dimensionnels du corps énergétique du système solaire. Donc, mon personnage est arrivé dans ce cataclysme-là. Pour lui, il a été aspiré d'un univers à un autre. Ça a eu l'effet d'une aspiration. Pour nous autres, ça a été l'effet d'une inondation. Alors, je me pose la question, la brèche est-tu encore ouverte? Oui, elle l'est. Ça me sert à quoi de l'envoyer de l'autre bord ou dans son univers si toutes les portes sont ouvertes? Alors, j'étais en réflexion. Puis finalement, l'action qui va être faite, ça va être de le faire passer dans son univers et qu'il ait la sagesse d'y rester.
c'est une autre histoire. Mais, ça s'arrête pas là. Donc, mon autre personnage, donc l'œil, après un certain temps, ben, je vais toujours revoir comment vont mes, mes patients. La guérison, mettons. Donc, j'observe l'œil. Là, j'observe un œil, mais c'est pas un œil humain, c'est un œil globuleux de poisson. Là, je comprends pas, ça fit pas pantoute. Ça marche pas l'affaire, là. Tu sais, quand tu vas dans les corps énergétiques, tu vois des affaires qui correspondent pas forcément à la forme du corps énergétique que l'on a, là. Tu sais, on voit qu'il y en a qui sont pris dans le pot, là. Tu sais. Pour que ça rentre, là, ça fait des plis quelque part. Donc, ce personnage-là a un œil transplanté. Puis là, je vais voir à quel moment on a osé ou on a fait le sacrilège de transplanter un œil ou de lui prendre son œil. Où est-ce qu'on l'a mis? T'sais? Donc, je me rends compte que l'œil a été transféré au poisson pour créer un lien d'emprisonnement. Le fait d'être transplanté crée une déformation des corps énergétiques qui ne correspondent pas à la loi de l'univers. C'est une transgression de la maths. C'est une transgression de nos corps énergétiques et ça a été fait de façon volontaire par un chirurgien dans la période cataclysmique. Donc, il y a une facette polymorphe, puis il y a une dimension à ce polymorphisme. Il y a un aspect lié à ça. Je vais vous le présenter dans un autre angle, cet aspect-là. Je n'ai parlé un peu avec la mathématique de l'onde, mais là, je vais aller plus loin. Là, je vous ai parlé de chirurgie, d'expérience, de chirurgie, de transplantation. Mais il y a une expérience d'apprentissage à travers la dissécation. Il y a des gens que pour apprendre, il faut qu'ils tuent ou qu'ils prennent des corps morts puis qu'ils les dissèquent pour comprendre. Et il y en a d'autres que pour comprendre, ils vont tenter de recréer en donnant la vie, plutôt que de l'enlever. Exemple, si moi je veux analyser la structure du coronavirus, je vais mentaliser les éléments avec lesquels il est en interaction, ce que ça lui prend fondamentalement, et quelle est la conscience derrière le coronavirus. Donc, le coronavirus arrive dans ton corps, et c'est un peu comme s'il y avait un R2D2 avec lui qui se connecte à l'ordinateur principal. Donc, le R2D2 il se connecte à l'ordinateur principal puis il décode ce qui est faible. Alors, Corona machin va aller fouiller partout où potentiellement il peut foutre la merde. C'est un peu le principe. C'est comme une Trump-omanie. Parce que le président Trump, c'est ce qu'il faisait comme action.
il arrivait dans un secteur, dans un ministère ou dans quelque chose, dans des contrats qui étaient déjà établis, puis qui venaient brasser la marde, secouer ça pour savoir c'est quoi qu'elle a lâché. Tu sais, entre Trump et le coronavirus, c'est à peu près le même personnage. C'est le même genre de type d'action. Tu brasses la marde, ça t'offre, si ça t'offre pas. T'sais? Donc, l'exercice, c'est que lui, le coronavirus, il est dans l'action de... Donc, on analyse. On analyse la structure, la façon de fonctionner du coronavirus, puis dans quel élément qui interagit pour finalement le bloquer. Il n'a pas donné accès à notre ordinateur central. Déjà là. Et ensuite de ça, de surveiller les éléments avec lesquels il interagit. Puis d'aller contre. T'sais. L'action qu'il essaye de mettre en place. Alors, il y a l'apprentissage par la vie et il y a l'apprentissage par la mort. Il y a des génies qui présentement explosent de l'énergie par l'énergie. Ils sont au CERN en Europe, puis ils pètent la gueule à l'énergie. Ils dissèquent l'énergie. Comprenez-vous que quand on est dans les quarks et dans les patentes de même, on est dans la structure de l'énergie pure. Alors, il y a des caves qui pètent la gueule. C'est un peu comme s'ils prendraient un marteau puis ils frapperaient sur un jouet ou sur un objet pour essayer de le casser, de l'ouvrir pour savoir comment ça marche. Fait qu'eux autres, là, les fous, là, ils sont en train de péter la gueule à l'énergie, puis ils la brassent, ils la cassent pour la comprendre. T'sais? Mais l'énergie, elle a réagi. Puis elle a réagi d'une drôle de façon. Ça sera pas long. On va checker ça. C'est que en fracassant l'énergie, ce qui se passe, c'est que l'énergie a trouvé un autre chemin. Si elle ne peut exister dans cette dimension, elle rouvre la porte à d'autres champs des possibles. Ce que ça veut dire, c'est un peu comme si plein de potentiel serait apparu. Ça veut dire que la barrière qui était établie de l'énergie a été craquée. Ce qui était stable et qui avait un potentiel de contrôle ne l'est plus. Ça veut dire que ceux qui avaient la main ou qui pensaient l'avoir et qui voulaient essayer de la prendre, plutôt peut-être encore, ils l'ont perdu. Ils ont perdu la main de l'énergie. En voulant lui péter la gueule pour comprendre comment elle marche. Ils ont perdu la main dans le champ des possibles. Je reviens à mon polymorphe. Et pour nous autres, pour les personnes qui sont dans cette attitude-là, dans cette conscience-là, de la multiforme, des multitotems, des mondes multiples, des multivers, on n'est pas perdu. On est en terrain connu. Pour nous autres, c'est pas un problème. C'est même un avantage de taille, présentement, d'être dans la compréhension de ça. Quelque part,
en quelque part, c'est un peu comme si, avec l'humanité, ils ont tenté, ou ils tentent encore, dans l'asservissement humain, je dirais pas de sacrifier ça, mais c'est d'enlever cet aspect de notre conscience. Cet aspect polyforme, de le retirer, puis de ne plus avoir ce contact-là avec le ciel, avec les mondes, avec les vers, puis les multivers. C'est nous détacher du divin. C'est un crime grave. Ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est d'assassiner Seth dans la structure du panthéon de la conscience. Donc, le panthéon de la conscience, en observant Seth prendre sa place dans ma conscience, dans sa forme que j'observe, et non celle qu'on me dit de la forme que ça avait. Donc, j'observe Seth, et je vois bien que c'est nécessaire qu'il soit là. Il fait partie de ma tête, il fait partie de mon esprit. Puis j'existerais pas sous cette forme-là s'il serait pas là. T'sais? Même la matrice n'existerait même pas si lui serait pas là. T'sais? Fait que c'est fondamental dans la structure. Puis un coup, cette structure-là reconstituée, elle ressemble à une pyramide. Ça pourrait être une pyramide. Et dans cette pyramide-là, il y a différentes densités. Et dans l'alchimie, on pourrait dire que dans la plus grande densité dans l'alchimie, c'est la détermination. Ma détermination est plus dure qu'un diamant. Ma volonté, ma détermination de représenter la Mahat parce qu'elle est le meilleur de moi-même dans cette existence est ma plus grande densité de l'expression. Si l'énergie ne passe pas par moi, si le message de la Mahat ne passe pas par moi, elle va se trouver un autre chemin. C'est un peu comme un feu liquide. C'est un feu liquide. C'est un peu comme si je vous dirais cet aspect de la conscience, mettons Uriel, c'est une lumière, c'est un feu liquide qui fait son chemin. C'est l'expression de feu qui s'écoule et qui pénètre tout. C'est la lumière. Tu sais, c'est la lumière qui va dans tous les coins, c'est la lumière qui rentre partout, qui s'insinue partout. C'est ça le principe. Donc, si je me tais, je crée un barrage, j'arrête, je coupe l'énergie de circuler, elle va tenter de passer ailleurs. Si je ne suis pas dans le sens de ce flux-là, je peux et je risque de m'y brûler aussi. C'est une puissance. J'ai déjà parlé des puissances et du risque de se brûler. Ben c'est ça. Se taire, quelque part, il y a une loi dans la Mahat qui dit qu'il faut quasiment qu'on se taise. Mais ça, ces règles-là, ces lois-là, on va en reparler. Puis je vais faire une vidéo sur les 42 règles de la Mahat. Et dont certaines sont paradoxales.
et qui sont contraires au flux de l'énergie. Donc, il y a des génies qui ont tenté de péter la gueule à l'énergie, puis l'énergie a trouvé un autre chemin d'exister. Puis, de parler, c'est une forme de flux d'énergie. La parole, c'est comme le sang dans mes veines. C'est le sang dans mes veines qui communique avec mes autres organes. C'est un langage. Donc, je suis un organe, tu es un organe, puis on a à se parler, puis on a à communiquer. Puis les observations que je fais, si je les partage pas, tu vas être un petit peu dans le néant parce que moi, je suis à droite. Puis moi, je te dis ce que je vois à droite. Puis t'en as un autre qui est à gauche. Puis lui, il va te dire c'est quoi qui est à gauche. Mais si toi, t'es là, dans le milieu, puis personne ne te dit rien, puis tu vois juste devant toi, puis tu le partages pas, ça amène nulle part. Ben, la Mahat, là, pour que ça marche, faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle, puis qu'on soit dans l'action, dans la voie royale, c'est-à-dire de communiquer, puis d'être dans les lois de la Mahat, de l'entraide, du don de soi, de non-attente, de donner sans attendre de recevoir. Donc, le message que je fais aujourd'hui, là, à travers tout ça, puis là, j'en profite dans cet instant-là, c'est aujourd'hui, là, à travers votre état de conscience, là, présentement, soyez généreux, soyez donnez et partagez pour que l'énergie circule, pour que ça tourne. Puis il y a une chose, il y a un aspect aussi important, c'est qu'un oiseau pour voler, que ce soit un ange ou un oiseau, c'est la même chose qu'il faut faire. Il faut sauter. Pour voler, il faut sauter. Il faut tomber. Quelque part, donc là, on a tombé. Maintenant, on fait l'effort de voler. C'est quoi faire l'effort de voler? C'est quoi ça veut dire faire l'effort de voler? Quand on est dans la Mahat, puis pour être dans la Mahat, c'est sauter dans le vide. Il faut apprendre à sauter dans le vide. Il faut apprendre à marcher dans le vide. C'est bien entendu que moi, je fais des choix pour ma vie. Puis je décide de sauter. Je me libère de mon nid. Parce que le nid devient quasiment une prison. Si je ne suis pas capable de débarquer de là, c'est une prison. Puis je suis dépendant des autres pour me nourrir. Un peu comme moi dans ma maison ici, puis que je me fie au supermarché pour me nourrir. Si j'attends après les autres pour vivre, j'apprends pas à voler. Mais pour l'esprit, c'est la même chose. Et c'est sûr que moi, personnellement, d'une façon responsable envers mes enfants, puis ma blonde, eux autres sont pas forcément prêts à sauter. Fait que je vais avoir un saut à faire en considérant un poids supplémentaire. Un enfant, c'est pas trop pesant. Parce que tu peux l'encourager à voler un petit peu par lui-même, puis de lui-même, il va presque être capable de ne pas être un fardeau.
assez rapidement, quand tu y apprends assez jeune. Mais un adulte, c'est plus difficile parce que là, quand il s'est développé, il n'a pas développé ses ailes. Fait qu'il arrive avec un adulte qu'il faut qu'il apprenne à voler. Il y a une grosse partie des adultes qui vont décrocher, qui vont vouloir rester dans le nid. Puis là, on va forcer une séparation. Puis c'est pas forcément ce qu'on veut. Ce que l'on veut, c'est apprendre à voler, puis se développer à. Donc, ça demande un certain temps. Donc, je vous dis de vous lâcher dans le vide, ça veut dire d'abord de vous préparer à. Il y a des gens, il y a des couples qui le font, et qu'un conjoint ou une conjointe le fasse parce qu'il y a confiance en l'autre. Il y a confiance en l'autre parce qu'il y a une capacité d'analyse pour voir que oui, c'est censé, il y a des choses qui sont censées, puis il y a des choses qui ne le sont pas, mais il faut en parler. Puis il faut parler, il faut se dire les vraies affaires. Il faut se dire, OK, mais c'est ça la maths. C'est d'être vrai. Puis c'est d'être dans le totem du monarque pour apprendre à voler, c'est ça. C'est d'être dans l'esprit. Un ange vole, mettons. T'sais, on comprend que... Mais comment? Il vole où? Mais dans la voie de la maths. Mais il vole sur quoi? Il marche. Il vole ou il marche? Mais il marche, mais dans le ciel. Mais sur quel chemin? Ben, le chemin de la maths, ça veut dire que tu avances dans le vide. Tu avances dans le vide. Puis si tu avances dans le vide, puis que tout se place sous tes pieds à mesure, c'est que tu es dans ton chemin, tu es dans ta ligne, tu es dans ta voie. Toutes les choses se placent par elles-mêmes. C'est la maths. Tu es dans ton chemin. Puis ça se fait par le lâcher-prise, l'intuition, puis la confiance aveugle, si on peut dire, de notre corps quelque part, je voulais dire du polymorphe, mais c'est que à ce moment-là, tu es dans la conscience de ce qu'il est comme potentiel de puissance et ce qui est potentiel d'être agressé par cet aspect-là. Ça devient une fragilité si on n'est pas conscient de ça. Ok, je vais faire un tour de mes notes. Donc, dans tous ces hiéroglyphes-là, ce qui me surprend, c'est que, tu sais, je vous montre mon dessin, là, puis ce qui me surprend, c'est que je le voyais pas dans les expressions égyptiennes, qu'on le voyait pas, ce hiéroglyphe-là, parce que pour moi, il est clair, puis il est comme évident. Il est juste présenté d'une autre façon. Il n'est pas présenté en haut puis en bas, là. Il est présenté, ils sont tous à la même ligne. C'est tous des personnages avec des têtes d'animaux, mais qui sont des consciences. Tu sais, on parle du taureau, mettons. Le taureau, sa plus grande aspect de sa conscience, c'est que c'est un ruminant. Puis c'est un ruminant, sa grande force, c'est d'aller mâcher, remâcher, remâcher, puis remâcher, puis remâcher encore. Tu sais. La même affaire. Mais on le fait dans notre esprit, ça. On est un ruminant. Puis, ce qui est de singulier avec la vache, c'est que, à partir d'herbe, il rentre de l'énergie, puis il sort de l'énergie. C'est comme un moteur d'énergie.
on dirait que la vache crée de l'énergie. Tu sais, ça crée de la chaleur. Ça crée de la chaleur, puis le fumier est énergisant, puis ce qu'elle a mangé est énergisant quelque part, mais il n'y a aucune perte d'énergie réelle. Il n'y a aucune perte d'énergie. Même l'être prend de l'expansion puis grandit. C'est fantastique, là. C'est fantastique l'aspect de la vache. Rien que par la rumination. Ça doit être pour ça que j'ai une paupière bédaine. C'est parce que je rumine longtemps. Bon. OK. Donc, la Ma'at, c'est comme la lumière. C'est comme d'être en équilibre dans nos facettes de notre conscience. Nous place dans une position d'équilibre et nous permet d'être dans cet équilibre-là des thérapeutes, des guérisseurs, des mondes, parce que l'on ne guérit pas seulement, en vérité on ne guérit pas au niveau physique, c'est au niveau énergétique. Donc on fait des soins énergétiques, puis on va dans les autres strates ou dans les autres densités pour voir un peu tout ce qui apparaît là. Donc, je voulais en venir à l'aspect que dans les hiéroglyphes, il y a des facettes qui ne sont pas mentionnées ou qui ont été mal traduites. Et lorsque l'on écoute Friedrich Nietzsche, et il y en a un autre aussi, c'est un Allemand, attends un petit peu, ouais. C'est Rudolf Steiner. Ce qui m'a sauté aux yeux avec Friedrich Nietzsche d'abord, c'est, puis même avec Platon, puis Socrate, c'est qu'on on observe des observateurs qui observent une forme d'énergie qui fonctionne croche, qui a des paradoxes, que tu comprends pas trop pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Mais tu essaies d'expliquer quelque chose qui est comme difforme, qui est paradoxal, puis tu tentes de l'expliquer. Puis à un moment donné, tu te perds à expliquer une forme difforme. Parce que, en vérité, sa forme, c'est pas ça. Sa forme, c'est ça. Puis son fonctionnement, c'est ça. Vraiment, c'est un peu comme si on se perd à comprendre le sens de notre existence. On se perd à comprendre comment est-ce que l'on est face à l'existence. On se perd à essayer de comprendre le rôle de l'homme, quelque part, ici, là. Puis pourquoi qu'on vit toute cette dynamique-là de métro, boulot, dodo. On rentre au travail 13, 14, 15 ans, jusqu'à 65 ans, à la retraite. Pour d'autres, c'est avant, pour d'autres, c'est plus tard. Puis là, comment je pourrais dire ça? On s'en va à la retraite. Mais en vérité, on a consacré notre vie, parce qu'on considère pour beaucoup que c'est notre vie. Il y en a qui meurent très tôt, tu sais, au travail. À quelque chose
qui n'est pas un sens de vie, qui n'est pas un sens normal, qui n'est pas dans le sens de la maths. Donc, de tenter d'expliquer le pourquoi des pourquoi, c'est de confronter l'usurpateur, celui qui a la facilité à manipuler, à confondre. Parce que c'est ça qui est exercé présentement. C'est des personnages qui travaillent à confondre la conscience elle-même de notre aspect, de notre sens de notre vie, pour l'emmener dans une dynamique X. Ils travaillent d'arrache-pied pour nous maintenir dans une clôture, dans une direction qui répond à l'exigence, au même titre que du bétail actuellement. C'est la même chose. Donc, la dynamique de vie, comprenez bien que c'est pas la voie de la maths. Puis que pour comprendre ce chemin de vie-là, il faut sortir de la clôture, il faut ouvrir la porte de sa maison, puis il faut sortir, puis aller voir d'autres choses, aller explorer autre chose, puis aller donner du sens à notre vie, dans l'exercice, dans la voie royale de l'exercice avec le reste de la société. Donc, je vais arrêter ça là. Il y a peut-être quelques petits détails supplémentaires que j'aurais pu rajouter pour l'instant. Je vais m'arrêter là. Je vais refaire une vidéo sur les 46 règles, les 42 règles de la maths. Puis pour moi, l'aspect de 7, du polymorphe, est fondamental et est une fausse représentation de ce qu'on fait, de ce qu'on appelle Satan, de ce qu'on appelle Set, de ce qu'on appelle dans tous les mots qu'on y donne, là. Même dans la culture nordique, on va parler de Loki, qui est un polymorphe, puis qui est un aspect de la conscience. C'est le même personnage. Puis on a parlé d'Enlil aussi, c'est le même personnage. On a parlé de Prométhée, mais on n'a pas parlé de Prométhée, du frère de Prométhée, mais c'est encore les mêmes personnages. Mais vu dans un autre angle, puis exprimé dans une autre façon. Donc, on se revoit à la prochaine vidéo, puis cette vidéo-là va apparaître plus tard à soir. Il faut que je parte pour Québec. Alors, on se revoit. Puis on va développer davantage, puis on va se rendre au bout dans les détails de la maths, dans les 42 règles et les 72 ou 76, je me rappelle plus trop quoi, en tout cas je vais vérifier ça. Mais je vous remercie, puis à la prochaine.